Bah écoute Nathalie, je vais te laisser la parole. Tu vas te présenter et puis tu peux tout de suite après commencer ta présentation. Et on te remercie beaucoup Nathalie pour le Euh, temps que tu veux bien nous consacrer. de rien. Pour me présenter, je suis actuellement la responsable de la certification des simulateurs de vol à la DESAC. J'ai une formation d'ingénieur aéronautique. J'ai toujours exercé au sein de la DGAC dans de la réglementation d'abord, sur tout ce qui est opération aérienne. J'ai ensuite exercé pendant 7 ans comme enquêteur au BEA. Et depuis maintenant 5 ans et demi, je m'occupe donc de certification des simulateurs de vol. Vous allez voir dans la présentation, je vais pas parler que de certification, parce que justement les simulateurs de vol c'est assez vaste. Donc voilà, d'un point de vue privé, je suis pilote privé qualifié IFR et instructeur. Même si actuellement j'ai pas vraiment le temps de m'occuper de vol à côté du travail parce qu'en fait on a énormément d'activités. Il faut savoir que la DESAC s'occupe de la certification des simulateurs de vol sur le territoire français. On s'en rend peut-être pas compte, mais il y en a énormément puisqu'on a pas loin de 300 certificats actuellement valables en France. Alors, un simulateur par plusieurs certificats, alors, je vais vous parler un peu. Par exemple, on peut avoir un simulateur monomoteur et multimoteur dans la même boîte, on va dire, mais qui possède deux certificats. Mais voilà, on a quand même 300 simulateurs de vol à peu près à surveiller en France et on travaille aussi pour l'AESA pour certifier des simulateurs de vol à l'étranger parce qu'ils souhaitent un certificat européen. Donc, sur les simulateurs de vol, je vais vous en parler un petit peu. Alors déjà, simulateur de vol, c'est quoi? Parce que c'est très très vaste en fait. Alors, les gens vont peut-être penser à différentes choses. Euh, En termes réglementaires, on parle de FSTD. Alors, vous verrez peut-être des textes quelque part où vous verrez passer. FSTD, c'est en français Flight Simulation Training Device. Et en fait, ça couvre une quantité astronomique de choses qui vont de très petits à très très gros, de pas cher à très 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 cher. Alors, pour beaucoup de gens, surtout dans les pilotes privés, on pense surtout d'abord, simulateur de vol, on pense d'abord à Flight Simulator. D'autres, surtout ceux qui ont une expérience en ligne, vont penser aux boîtes à torture qui leur permettent de revalider leur qualification tous les ans. Et puis, entre les deux, eh ben, il y a beaucoup de choses. Et tout ça, c'est des simulateurs de vol. Vous auriez tous raison. Et bon, vous voyez là sur l'image, en fait, j'ai eu du mal à trouver, mais c'est un des plus vieux Microsoft Flight Simulator. Euh, J'avais commencé à utiliser Flight Simulator il y a quand même quelque chose comme 30 ans. C'était déjà plus évolué que ça. Mais vous allez voir que les simulateurs aussi, il nous reste des simulateurs. Je poserai un petit quiz à la fin ou en cours de route. On verra, comme ça, il y aura les réponses sur les âges des simulateurs. Donc, alors, il faut que- hop, voilà. Donc, un simulateur, voilà, en fait, quand je vous dis que c'est absolument tout, vous allez trouver à peu près tout ça. Alors, sur le côté droit, alors en gros, globalement, les quatre de droite, c'est du professionnel. Ça coûte cher, mais c'est très très bien. Et puis, mais à gauche, c'est moins cher. Ça reste, je vais parler des différents types, mais globalement, le deuxième, ça reste du professionnel. Et puis bah à gauche, l'ordinateur, sur un ordinateur, vous pouvez trouver énormément de choses, hein. Flight Simulator, mais aussi des simulateurs juste de comment dire, quelques éléments. Typiquement pour les pilotes de ligne, ils vont pouvoir avoir des simulateurs pour s'entraîner sur les systèmes de gestion du vol, etc. Donc, c'est ultra vaste. Je vais essayer de vous parler d'un peu de tout. Forcément, je vais aller rapidement sur certains, et puis de toute façon, je ne parlerai quand même pas, même si j'essaye de faire tout, ce sera pas possible. C'est très très vaste.
Alors, je reste avec un peu de vocabulaire, hein, je vous fais plein de sigles, c'est typique de l'aéronautique, hein, les plein de sigles. On va avoir quatre types de simulateurs qui sont certifiés. Donc c'est ceux-là dont je m'occupe de redonner. Ils ont un joli certificat. Et le principe du certifié, c'est que on peut avoir des crédits. Ça peut remplacer officiellement des heures de vol, pas pour son total, pas pour son calcul de total d'heures de vol, mais dans certaines délivrances de qualification ou prorogation, renouvellement de qualification. Donc je vais vous les détailler un petit peu après. Tout d'abord, ben, en haut de la gamme, on va avoir le FFS, Full Flight Simulator. Je vous le décrirai après. Ensuite, on a deux choses. Le Flight Training Device, ça reste pour les avions de ligne. Et je dirais, dans la catégorie des simus certifiés, le plus fourre-tout de tous. Je vais vous expliquer après pourquoi. Le FNPT, Flight Navigation and Procedures Trainer, c'est déjà ce que vous pourrez trouver si vous commencez à faire des formations IFR. On essaye de plus en plus d'avoir de plus en plus de gens qui passent l'IFR avec entre autres le BIR. Euh, c'est ce genre de simulateurs qui servent pour les qualifications IFR basiques. Le BITD, je passerai très rapidement dessus. Ça a été une tentative de l'agence européenne il y a quelques années d'essayer de faire quelque chose d'assez basique. Au final, ben il y en a pas tant que ça. Pour vous donner une petite anecdote, je participe actuellement à un groupe de travail sur l'évolution de la réglementation des simulateurs. Et on m'a dit, ah bah le BITD, il faudrait rédiger les choses. Dans le groupe, ils m'ont dit, ah bah Nathalie, t'as qu'à t'en occuper. C'est toi qui as le plus de BITD dans les différents pays européens. J'ai fait, mais attendez, j'en ai trois. Et il dit, oui, oui, c'est toi qui as le plus de BITD c'est la France qui a le plus de BITD dans l'Europe. Vous voyez, donc ça n'a pas été super suivi. Donc tout ça, c'est du certifié, mais à côté de ça, en fait, on arrive à... En fait, tout le reste, on est dans un grand fourre-tout qui s'appelle OTD, Other Training Device. Et je vais pas mal m'intéresser à ça dans la suite de la présentation, parce que je pense que, au moins pour les aéroclubs, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à regarder là-dedans. Donc la certification, c'est une chose, hein, mais malgré le fait que ce soit mon travail, c'est pas forcément sur ça que je dirais que c'est pas la panacée. Mais vous allez voir pourquoi. On commence par les Full Flight Simulator. Alors c'est un peu le rêve de beaucoup de gens qui aimeraient bien s'essayer à à l'aviation de ligne. C'est une grosse boîte et c'est vraiment orienté pilote de ligne. Alors voilà la façon dont ça se présente. C'est une grosse boîte sur des jambes et ça bouge. Alors, par définition, un full flight simulator, ça représente un type d'avion bien précis et même une série spécifique. Ici, la photo que je vous montre, c'est un ATR 72-600. Euh, on peut avoir aussi des simulateurs d'ATR 72-500 par exemple. Extérieurement, d'ailleurs, ça peut avoir la même tête. Des fois, ça peut être dans le même boîte. Et puis, on peut changer ensuite dedans, soit carrément physiquement des morceaux de panneaux ou juste le software. Mais le principe pour être certifié en tant que FFS, c'est qu'il représente le cockpit de façon exacte. C'est-à-dire déjà pas des écrans qui simulent le cockpit, mais vraiment des vrais instruments. Euh, oui, l'emplacement est vraiment exact. C'est-à-dire que on apprend beaucoup en termes de pilotage. Vous prenez un pilote qualifié sur sa machine, il ferme les yeux, il est capable de poser la main. On lui dit de poser la main sur la manette des gaz, il va la trouver de suite parce que il y a aussi dans le cadre de l'apprentissage, en fait, un apprentissage de la position des manettes, la position des boutons. Donc, naturellement, la main va aller directement dessus. Et donc, pour entraîner à ça, les simulateurs de vol
type FFS sont vraiment les positions exactes des différents boutons, écrans, manettes, etc. Voilà, quand je dis c'est un cockpit exact, donc vous avez quelques photos, deux photos ici. À gauche, si je me trompe pas, c'est un truc un peu ancien, donc voir si certains arrivent à reconnaître. À droite, c'est beaucoup plus simple. C'est c'est de l'Airbus. J'ai rien, c'est U320. Et donc vous voyez, ben, en fait, à l'avant, vous avez les sièges des pilotes avec tous les instruments, exactement comme un vrai. Et derrière, vous avez la position instructeur qui permet de torturer les pilotes devant, c'est-à-dire leur mettre plein de pannes, etc. En gros, les entraîner, c'est pas les torturer, hein, quand même. Même si je suis sûr que certains en ont l'impression à temps en temps. Alors à gauche, pour être exact, si je me souviens pas, alors, c'est des photos que j'ai prises moi, hein. Je pense qu'à gauche, si je me souviens bien, c'est un de nos vieux simulateurs. C'est un MD-80. C'est assez rare, je crois que même en France, on a le dernier de toute l'Europe. Donc on a des simulateurs un peu vieux. Alors c'est là où je pose ma petite question. On a un simulateur en France qui est très vieux. Et est-ce que, on verra dans le chat, si les gens ont une idée en fait de l'âge que peut avoir ce vieux simulateur? Voilà, c'est une question En état de ouverte. marche? Voilà. En état de marche? Il marche, il est certifié. J'ai refait donc ces simulations sont certifiés tous les ans et j'ai fait sa certification annuelle il y a un mois et demi, je crois. Donc oui, en état de marche, qui sert pour des qualifications, voilà. Hop, alors, donc, pour continuer, c'est toujours à droite un 737 en approche sur Palma, je crois, si je me souviens bien. Donc, il représente le cockpit exact. Le visuel collimaté, alors, pour parler du visuel, alors collimaté, c'est un terme un peu bizarre, je le garde de côté pour l'instant, j'en parlerai un peu plus tard parce que j'aurai un meilleur exemple à vous montrer. Euh, alors, moi, je me souviens d'une personne qui avait dit, quand il avait trouvé sur Flight Simulator le dernier, euh, une scène dans le visuel il y avait une erreur dedans. Et il a dit, oh, oh là là, l'erreur, c'est pas beau et tout. Et moi, j'ai dit, ouais, mais en fait, faut imaginer que c'est beaucoup, beaucoup plus beau que ce qu'on a dans un simulateur de vol certifié. Déjà parce que quand on parle de certification, il faut prouver plein de choses, donc ça avance toujours beaucoup plus lentement que de la que du non certifié. C'est un peu comme entre les avions et les ULM. Les ULM, ben, on trouve des choses extrêmement modernes. Ça a avancé beaucoup plus vite que nos avions légers, ben, entre autres parce que, en termes de certification, ben, quand c'est pas certifié, on peut essayer plus de choses et donc, ben, ça avance plus vite. En plus, faut être honnête, nos simulateurs certifiés, ils servent globalement surtout à faire du vol aux instruments. Donc, on peut avoir un très beau visuel devant. Au final, les pilotes en entraînement, la plupart du temps, ils verront du gris dehors. Donc, bon, c'est pas hyper intéressant, mais on commence à avoir des simulateurs qui ont des visuels assez sympathiques. Si on regarde celui-là, bah, il est franchement pas mal, hein. Je précise par exemple que notre vieux simulateur dont je donnerai l'âge tout à l'heure, il n'y a pas de jour, il n'y a pas, enfin, il y a pas de jour, il n'y a pas de crépuscule, il n'y a pas d'aube, c'est que de la nuit et des petites lumières, hein. C'est pas très détaillé. Euh, L'autre avantage du simulateur Full Flight, et ça va aussi influencer ce que je vais dire après sur les autres simulateurs, c'est qu'il a un domaine de vol qui est quasiment, voire entièrement celui de l'avion réel. C'est-à-dire qu'il y a de bonnes chances que ce que vous faites sur ce simulateur, si vous faites la même chose dans les mêmes conditions sur le vrai avion, ça devrait réagir pareil. Il y a une certaine garantie de représentativité entre le simulateur et l'avion. Ce qui fait que on peut avoir des qualifications de type qui se font entièrement sur simulateur. C'est-à-dire que la première fois
que le pilote sera aux commandes de l'avion réel, bah, il aura les passagers derrière. Ça nécessite il y a certains prérequis, mais voilà, globalement, on a une confiance dans la représentativité du simulateur qui est très forte. Alors, domaine de vol d'ailleurs, voilà. Donc, le domaine de vol du simu, ce n'est pas le domaine de vol de l'avion. Euh, le simulateur, ça reste un outil informatique. Donc il ne peut ressortir que ce qu'on lui a rentré dedans. Alors, pendant longtemps, quand on utilisait un simulateur, on savait pas trop où on était entre ce qui était simulé, ce qui était réel. Le simulateur, par définition, il vous sortira toujours quelque chose. Vous pouvez le mettre dans des positions complètement bizarres. Le, le programme va, oh, pardon, excusez-moi, le programme, il fera voler l'avion d'une certaine façon. Il n'y a pas de garantie que ça fasse pareil dans l'avion. Donc, suite au l'accident du Rio-Paris, où bah on s'est dit bah les pilotes n'ont pas reconnu le décrochage. Alors c'est normal pour deux raisons. D'abord, ils avaient jamais été décrochés en réel leur avion. Et finalement, qu'est-ce qu'ils avaient vu en simulateur? C'était des simulateurs un peu plus anciens. Peut-être que ce qu'ils ont vu, ça ressemblait, mais peut-être pas. Et on était incapable à l'époque de dire est-ce que on était dans le domaine de vol ou on ne l'était pas. Donc il y a eu des évolutions de simulateurs qui ont été faites et qui maintenant sur les simus qui sont qualifiés pour tout ce qui est on a upset recovery, donc tout ce qui est décrochage ou position inusuelle, on a ces types de graphes en fait au poste instructeur et on voit qu'il y a trois zones principales. Une zone qu'on voit, je sais pas si vous voyez mon curseur, mais en fait ici en très plein, on a le domaine de vol qui a effectivement été volé en essai. Donc ça a été rentré dans le. Si on est dans ce domaine-là, le simu fait ce que fait l'avion. Ensuite, on a en pointillé plus large, on a ce qui a été calculé en soufflerie. Donc, normalement, ça ressemble pas mal à l'avion si on va dedans. Et puis, tout autour, ensuite, on a ici, en petit pointillé plus serré, on a, bah là, c'est du calcul, c'est du pur calcul. Donc là, la confiance dans ce que représente le simu va forcément être beaucoup moins bonne. Comme j'ai dit, le simu fera toujours quelque chose, mais on peut dire que si la réaction qu'il a eue dans ce domaine-là, faut pas vraiment y faire confiance. Donc maintenant, en formation sur les positions inusuelles, en gros, il faut essayer de rester dans la partie, si possible, en très plein, qui permet ainsi de se dire que ce qu'on a vu dans le simu, pardon, ce sera la même chose dans l'avion. Au petit bémol près, alors je sais plus si j'en parle après, mais je vais le dire de suite, c'est les G. Alors, tout le monde a déjà essayé, je pense, le virage à 60 degrés, on se prend 2 G, et tant qu'on tourne à 60 degrés, c'est des G continus, ah bah, on pèse lourd, c'est difficile, on le ressent bien, donc forcément, on va avoir tendance à pas dépasser une certaine inclinaison parce qu'on se prend des G. Un simulateur de vol, il est capable un full flight, donc avec des reins, il est capable de représenter énormément de choses, de simuler énormément de choses. Par contre, il n'est pas capable de simuler des jets continus. Pour ça, il faudrait les centrifuges qu'utilisent dans le militaire, etc. Alors, vous imaginez bien que si on allait mettre la cabine du full flight sur une centrifugeuse, ça commence à faire compliqué. Et là, on parle même pas des mêmes prix. Et je pense pas qu'on ait trop fait ça. Donc, il faut toujours se dire que les sensations de jet dans le simulateur, elles sont bien simulées pour tout ce qui est transitoire. La mise en virage ou des choses comme ça. Par contre, continue, pas du tout. Euh,
Donc, pour avoir agrandi ce domaine de vol, en fait, il y a pas mal de constructeurs qui ont refait des essais en vol. Je pense notamment à ATR qui a refait une campagne de tests très complète. Mais donc forcément, bah, les avionneurs ont fait ces tests supplémentaires. Ça leur a coûté cher. Eux, ensuite, ils revendent leurs données de vol pour fabriquer des simulateurs de vol. C'est pas gratuit. Donc, ils ont aussi mis une certaine, ils les ont vendus assez cher. Et donc, ensuite, les fabricants de simulateurs, bah, forcément, ils ont répercuté ce coût sur les acheteurs. Donc, ce qui fait que ça rajoute encore au prix de ce genre de simulateur. Et donc voilà, on peut donc considérer que ces simulateurs de vol de full flight sont extrêmement réalistes, hein, parce que nous, dans notre cadre de certification, on est obligé d'aller sortir du domaine de vol du simu pour vérifier que quand on passe d'un domaine à l'autre, il n'y a pas de changement brutal ou qui pourrait être perturbant. Donc, et ben, je vous assure que des fois, c'est très, 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 très compliqué de sortir du domaine de vol du simu. Donc, ils sont très réalistes. Euh, le pilote peut être entièrement formé sur simulateur, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est bon, c'est vachement bien. Dire, ah, tiens, c'est bon, je veux mon simulateur de DR400 en full flight dans mon aéroclub. Globalement, le prix du simulateur est indépendant du prix de l'avion. Alors, je vais pas vous prendre le DR400 comme exemple, mais globalement, voilà, je dis environ 10 millions d'euros. Il y en a un peu moins cher, un peu plus cher, parce que ce qui rentre en partie dans le tarif, il y a bah, justement le prix des données de vol que l'avionneur vend aux fabricants de simulateurs. Mais globalement, voilà, ça tourne autour d'une dizaine de millions d'euros. Mais si vous avez un A380 et à côté de ça, vous avez un petit jet d'affaires, le prix d'achat de l'avion, ben, il y a une différence facteur 10, voire plus, même largement plus. Le simulateur, en gros, il va avoir le même prix. Donc, les FFS se vendent beaucoup pour les avions de ligne parce qu'ils sont justement très réalistes, permettent de former les pilotes euh, sans aller faire des vols sur la machine. Ça permet aussi de faire l'exercice plus qu'on n'aurait pas envie de faire en avion réel. Sur on va dire des petits jets d'affaires, c'est souvent ça qui a posé problème, c'est qu'en fait, bah, le simulateur parfois coûte plus cher que l'avion. Et alors, je vous parle même pas, si vous voulez votre simulateur full flight de DR400, il va falloir demander au président, enfin plutôt au trésorier de l'Aéroclub de sortir son chéquier, je suis pas sûr qu'il soit ravi. Donc on a les niveaux en dessous. On a le FTD, qui est souvent ce qui sert pour, bah justement, j'ai mis un avion d'affaires, c'est pas pour rien. Beaucoup des simulateurs d'avions d'affaires sont du niveau FTD. Alors, ça sont toujours des simulateurs qui correspondent à un type précis d'avion. C'est-à-dire que ça va vraiment représenter l'avion, par l'ergonomie du cockpit, etc. Par contre, il manquera pas mal de choses. Forcément, par définition, une des grosses différences entre un FTD et un FFS, c'est déjà, il n'y a plus les vérins. C'est déjà moins sympa. C'est quand même c'est sympa de sentir quand on fait une manœuvre sur l'avion, qu'on on sent que ça bouge, c'est sympa. Il n'y a pas forcément de visuel. Il y a différents types de FTD, mais certains ont des visuels, pas d'autres. En tout cas, réglementairement, sur la plupart, c'est même pas exigé. Le cockpit n'est pas forcément fermé, c'est-à-dire vous pouvez être dans un cockpit ou tout simplement c'est dans une grande pièce. Et puis vous avez un bout de cockpit, vous n'avez pas de fenêtre, vous n'êtes pas enfermé dans votre cockpit. Ce ne sont plus forcément des instruments comme sur l'avion. Ça peut être des écrans tactiles. Alors, bah, par exemple, vous avez un écran où vous avez le train atterrissage. Bah, au lieu de prendre la manette et de la remonter, vous devez appuyer dessus, ça remonte. Voilà. Et comme j'ai dit, dans le full flight, ce qui coûte aussi très cher, ce sont les données de vol. Donc là, pour l'instant, comme ça représente encore un avion bien précis. Alors je dis avion, mais ça peut être hélicoptère, on certifie les deux. Malheureusement, il n'y a pas de certification planeur, parce qu'on parlait planeur tout à l'heure. Donc d'un point de vue certification, on parle pour l'instant avion et hélicoptère. Et quand je dis données avion, je prends aussi aux hélicoptères. Donc les données avion sont moins complètes. Comme je dis, le FFS, lui, doit avoir un domaine de vol
quasiment complet, quasiment celui de l'avion entièrement. Mais ça coûte cher. Donc pour le FTD, pour que ça coûte un peu moins cher, les fabricants d'avions, ils vendent les données de vol, mais avec un peu moins d'infos. Donc il y a des choses qui sont plus simulées ou qui sont simulées très très basiquement. Typiquement, une des grosses différences, ça peut paraître bête, mais c'est le modèle sol du simulateur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez facile de modéliser le comportement aérodynamique de l'avion en vol. Quand on commence à arriver sur le sol, c'est beaucoup plus compliqué parce que bah il y a on ajoute déjà les réactions du sol sur l'avion, tout ce qui est effet de sol dans l'aérodynamique, donc ça devient un peu plus compliqué. Si vous avez déjà essayé un simulateur certifié dans une école de pilotage, vous aurez remarqué que un, c'est pas facile à poser en général. Et deuxièmement, on sent le moment où ça passe de vol à sol parce que on n'est plus du tout dans la même qualité de données aérodynamiques. Donc, souvent, ce FTD, il est utilisé en complément du full flight. Euh, les, les, les écoles qui forment à de la qualification de type, ils se sont vite rendus compte que c'était vachement moins cher de faire un certain nombre d'heures sur le FTD. Comme je dis, c'est moins cher à l'achat, c'est moins cher à l'entretien. Donc on dit, bah, on fait le début sur du FTD et on continue ensuite sur le full flight. Donc ça, c'est une première façon de l'utiliser. Autrement, on l'utilise aussi pour toute la formation sur les avions qui, comme j'ai dit, sont finalement moins chers qu'un full flight. Le proprio d'un avion qui s'est acheté son petit jet d'affaires 6-7 millions, il n'a pas forcément envie d'acheter à côté un full flight à 10-12 millions. Donc, beaucoup de petits jets d'affaires, de mono-turbopropulseurs ou de biturbopropulseurs légers. Exemple, un PC-12, BG-1900, seront plutôt de la formation sur du FTD. Euh, Par contre, je pense que même là encore, le trésorier, si vous allez le voir, dit bonjour, cher trésorier, je voudrais bien que pour l'Aéroclub, on ait un FTD DR400. Il va dire, ah bah, c'est combien? Ah bah, c'est vachement moins cher que le full flight, hein. Et le trésorier va dire, oui, 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 parce que le 10 millions, ça coûtait cher. Vas-y, dis-moi. Là, vous lui dites, ah, 1 million d'euros. Je pense qu'il va encore un petit peu faire la gueule. C'est mon avis. Ou alors, vous avez un trésorier vachement sympa. Voilà quelques exemples de FTD. À gauche, nous avons un A350 et à droite, c'est un Falcon, si je me souviens bien. Donc vous voyez la différence déjà avec le full flag. Là, je vous ai pris exprès des photos de FTD entre guillemets basiques, c'est-à-dire on trouve des FTD qui sont inclus dans des cockpits. Voilà, je vous ai pris ceux. Voilà, il n'y a pas de cockpit. Il y a des bouts qui sont physiques. Si on regarde sur le 350 ici, on remarquera qu'il y a les manettes de gaz. On a le side stick, on a le FCU ici pour la commande du PA. Par contre, tout le reste, l'overhead panel ici, tout ce qui est là, tout ça, c'est tactile. À droite, on est allé encore un peu plus loin dans le FTD. Là, il y a un petit bout ici qui est pour gérer en gros, la souris sur les écrans. Mais vous voyez, vous avez pas les commandes de gaz, elles sont tactiles aussi. Ça, c'est une horreur pour mettre les gaz ou les réduire parce que ça marche jamais très très bien. Et puis, bah, au niveau des chaises, là, vous avez des fauteuils à gauche sur le 350 qui sont accrochés à la structure. Vous pouvez les avancer, les reculer. Cette version à droite, vous avez des chaises de bureau. Alors, pourquoi? Alors c'est simple, parce que ça sert, surtout celui à droite, mais même celui à gauche, hein, ça sert pour la formation initiale, pour apprendre les gestes, pour apprendre les procédures. Voilà, c'est pas fait vraiment pour être piloté. C'est pas un simu qui sert dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle les FTD1. Ça ne sert pas à apprendre à piloter, mais vraiment à gérer la machine. Donc là, on dit si encore en prix, on commence à être un peu plus proche de choses faisables. Donc les FNPT.
Ce sont les simulateurs qu'on trouve sur les monomoteurs, en gros, pour des monomoteurs et multimoteurs à piston. On les trouve en général dans les écoles qui forment au CPL, à l'IFR, etc. On a quelques ATO qui en ont aussi, mais c'est plus rare. Alors, FNPT, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Flight Navigation and Procedures Trainer. Donc déjà, on ne dit pas, ça ne simule pas un avion. Enfin, on n'est plus au full flight où on peut tout faire. C'est l'objectif, c'est de faire de la navigation, c'est de faire des procédures IFR, etc. Alors, contrairement au FFS et au FTD, où on parlait vraiment d'un modèle d'avion bien précis, ici, on ne simule plus un avion spécifique, on appelle ça générique. Donc, on va dire, bah, ça représente un monomoteur à piston, ça représente un monomoteur à piston complexe, ça représente un multimoteur à piston. Ou on a même des génériques de ça représente un biturboprop, voire même un biréacteur. Mais on dit pas c'est tel avion, c'est ou tel hélicoptère. C'est voilà, c'est globalement c'est un monomoteur. Là, si vous voyez la photo à droite, c'est un simulateur générique. C'est un Alcima L250 qui est un des FNPT qui est le plus vendu en France, c'est celui qu'on trouve le plus. Bah, ça ne représente aucun avion. Alors, ça a un peu des caractéristiques de vol d'un certain avion. Le Glass Cockpit, il y a des ressemblances sur certains trucs avec le G1000, mais c'est pas un G1000. Mais on va travailler sur bah là, on est sur de la version, ça doit être, bah, c'est du multimoteur celui-là. Mais le même simu peut faire du monomoteur. Alors des fois, on se fait avoir parce que là, on dit, ok, je rentre dans ce truc-là, je ne sais pas, je connais pas d'avion qui est comme ça. Ok, c'est un générique. Par contre, des fois, j'ai une photo après, il me semble que ça ressemble parfaitement à un avion bien précis. Typiquement, on a pas mal de simus de DA42. Quand on se met dedans, ça ressemble à un DA42. Ceci dit, sur le certificat, on continue à écrire générique parce qu'en fait, on ne donne aucune garantie sur le comportement. En gros, pour certifier ce genre de simulateur, il faut que globalement, les réactions, les performances ressemblent à un avion de cette classe. Donc on va dire ok, ben j'ai un monomoteur à piston. Et ben si vous avez construit un simu comme ça, et puis bah, vous voulez représenter un monomoteur à piston, bah on va vérifier que par exemple quand on met l'avion en montée plein gaz, on se prend pas 400 nœuds et 3000 pieds minutes. Il faut que ça ressemble globalement à des valeurs. Alors typiquement Alcim, quand ils font leur simu, ben, ils disent voilà, pour justement une montée normale d'un avion, ben sur tel avion, on monte à 80 nœuds, 700 pieds minutes, l'autre c'est 75 nœuds, 600 pieds minutes, etc. Et ils font une moyenne, ils se disent bah regardez, nous notre simu, il monte à telle vitesse, à tel vario. Bah, ça ressemble au reste. Donc, ils ont leur modèle de vol, ils le comparent à du Cessna 172, du TB10, du PA28, des choses comme ça. Et c'est une moyenne globale. Et donc, on ne fait aucune garantie sur le comportement. Bah, quand on fait un décrochage sur ce simu-là, bah, on voit qu'il se passe quelque chose, mais ça ne veut absolument pas dire que si vous allez ensuite voler sur un autre avion, ce sera pareil. Et typiquement sur un simu qui ressemble à un avion bien précis, par exemple un DA42, c'est pas parce que le simu DA42 il a décroché de telle façon que si vous allez décrocher le DA42 en vrai, ça fera pareil. Donc voilà, par exemple, bah là, à gauche, c'est un simu de DA42, c'est 40 ou 42 ou les deux, parce que souvent ils ont les deux, c'est un 42 celui-là. Euh, souvent ça simule les deux en changeant, bah, en enlevant le train, la manette de train, des choses comme ça. À droite, bah, c'est un simulateur de Cessna 172 G1000. Mais alors on pourrait tout à fait avoir le cockpit de suite gauche avec les performances de suite droite. Il y a, et on appellerait toujours ça un simulateur générique. Donc, il faut pas se faire avoir en disant c'est bon, j'ai piloté mon simu de Cessna 172, j'en ai fait 200 heures de vol, que ça va forcément être pareil. C'est pas fait pour.
les FNPT, c'est pas fait pour apprendre à piloter un avion. C'est fait vraiment pour apprendre à gérer des pannes, apprendre à faire de la radionavigation, par exemple, ou justement avec, on parlait de visuel, bah, de plus en plus, ça s'améliore. On a des visuels qui font du 180 degrés, donc on a déjà un peu plus de, on voit déjà vachement mieux. La qualité du visuel, on le voit juste un petit peu sur suite droite, mais c'est très joli. C'est du presque du photoréaliste. Euh, on peut faire de la navigation sur les plus récents, on peut faire de la navigation VFR avec. Donc un instructeur peut tout à fait décider, bah, il fait pas beau dehors. On doit faire une nav, bah, on va la faire au simu. Il y a moyen de travailler toute la méthode de navigation sur le simulateur. Alors, comme j'ai dit, c'est pas fait pour ni décoller ni atterrir. Décoller, c'est pas trop difficile. Atterrir, faut pas apprendre. C'est pas parce qu'on a atterri le simulateur qu'on va réussir à atterrir l'avion. C'est pas ça qui fera lâcher quelqu'un sur un avion. Entre autres, parce que comme je vous l'ai dit, le modèle sol, il est très basique. C'est-à-dire que il transitionne immédiatement du côté air à sol, donc ça fait toujours un atterrissage un petit peu brutal, et le contrôle au sol est un peu bizarre. Donc c'est pas top pour ça. Au niveau du visuel, il est obligatoire, alors que sur le FTD, que j'ai dit, on a de plus en plus, mais c'est pas obligatoire. Sur le FNPT2, il est obligatoire, mais en fait, on ne demande pas grand-chose, hein. Je vais m'adresser globalement aux gens un peu de mon âge et plus. Le visuel exigé pour un FNPT2, c'est celui des premiers ordinateurs où on avait des disquettes, les disquettes 3 pouces et demi. Voilà, c'est à peu près ça. C'est vraiment, il y a extrêmement peu d'exigences sur le visuel. Après, faut pas se leurrer, les fabricants de simulateurs, ils sont aussi au courant que nous de la puissance de calcul des nouveaux, des ordinateurs actuels. Donc on a des visuels qui commencent à être vraiment très bien. Ça reste pas, c'est pas encore du flight sim, et encore certains fabricants intègrent des visuels flight sim dans leur simulateur, mais on commence à avoir des choses vraiment très très bien. Ce FNPT, il donne quand même un crédit d'heure. Alors, on n'a toujours pas le droit de les compter ça ne se compte pas dans le total d'heures de vol des carènes de vol. On peut pas se monter ces heures avec des heures de simu, mais on peut réduire le nombre d'heures nécessaires. Par exemple, sur le PPL, c'est 5 heures, hein, c'est pas non plus énorme. Et sur l'IFR, par contre, on peut faire quasiment la totalité de la formation. Il reste 15 heures à faire en vol, mais ça réduit fortement le coût de la formation IFR. Ceci dit, à l'achat, ça reste cher. Alors, j'ai mis 100 000 à 400 000 euros. Globalement, on va dire que ça tourne. La L250 que je vous ai monté juste avant, on va dire qu'ils sont de l'ordre d'un petit peu moins, un petit peu plus de 200 000 euros, dépendant en fait des modèles qu'on veut avoir, le modèle de vol. On a des nouveaux fabricants de simu qui font tomber les prix, ou on tombe même, j'en ai même vu à 90 000 euros. Et puis, il y a les choses plus grosses qui sont, voilà, 400 000 euros. Ça reste des sommes conséquentes, mais déjà plus accessibles. Ça reste quand même, en gros, le prix d'un avion. Alors, je fais un tout petit aparté, parce qu'il y a un petit FNP, il y a un FNPD2 qui est un petit peu particulier, que vont connaître ceux qui, ou connaissent ceux qui ont fait leur formation professionnelle. Ça reste un simulateur générique, mais qui est fait pour être piloté à deux pilotes et pour apprendre les bases du travail en équipage. Ça représente forcément un avion avec des performances de l'ordre du biréacteur. Ça peut être du biturbine, mais la plupart des simus actuels MCC font du biréacteur. Ça reste toujours du générique. Là, la photo en question, ben, je pense que vous n'arriverez pas à trouver quel type d'avion c'est, puisque c'est du générique. C'est un petit mélange d'un peu plein de choses. On peut aussi avoir des FNPT2. Il y a quelques écoles en France qui ont des FNPT2 MCC qui représentent des A320. Euh, Ceci dit, encore une fois, ça reste du FNPT2, ça reste du générique. Donc c'est pas parce que vous arrivez vous faites votre formation, vous arrivez à la partie travail en équipage,
Vous arrivez dans le simu, il fait waouh, ça ressemble à un A320. Ça va probablement voler quasiment comme un A320 parce que quand même les fabricants font des machines qui sont vraiment assez performantes. Mais ça reste que c'est pas du A320, c'est pas parce que vous savez piloter cette machine-là que ce sera pareil dans un 320. Il faut toujours rester sur le fait que c'est générique, donc les exigences de conformité sont assez faibles. Pour les choses un peu amusantes, la gestion en FCC, ces simulas, ils ont la génération de fumée, donc on peut faire les exercices où on enfume le cockpit. Alors c'est fait avec des machines à fumer de boîte de nuit, hein, donc ça a cette odeur un peu particulière. Il paraît qu'aux US, pour les fumées, il y en a il y a un fabricant qui a choisi, qui a fabriqué quelque chose qui permet d'avoir des odeurs différentes, genre odeur de brûlé électrique, de, de plastique qui brûle ou de choses comme ça. J'ai jamais testé. Alors voilà, je dis voilà en fumée ce que donc au milieu ce que ça peut donner quand on en fume. Alors c'est assez, on voit plus trop ce qu'on fait, hein, donc, mais c'est un bon exercice. Et à droite, vous voyez, ça ressemble à un 320. Hein. Si vous regardez avec un 320, ben, on dirait vraiment que c'en est un. Et ben, je vous assure que ce n'est pas un A320. C'est pas un Simu Full Flight, mais ça ressemble. C'est ça, l'odeur du 320, le goût du 320, mais c'est pas un 320. C'en est vraiment pas loin, pour être honnête. Et donc, je lui ai dit, bah, on va arriver à l'OTD. Alors l'OTD, qu'est-ce que c'est? Eh ben l'OTD, c'est tout ce qui simule un, un avion ou des parties d'un avion, mais qui n'est pas certifié. Regardez, à gauche, je vous présente un FNPT2 certifié, et à droite, je vous présente un OTD non certifié. On va pas jouer au jeu d'essai de différence, euh, parce que de toute façon, ça irait très vite. Il y en a zéro, c'est la même photo. C'est le même simu. Mais effectivement, ce simu peut être à la fois certifié ou non certifié, ça dépend. Vous pouvez tout à fait acheter quand si vous achetez un simu à un fabricant, il peut vous dire je vous vends un simu certifié. Ok, pas de souci. En fait, c'est un peu faux ce qu'il dit. En fait, il devrait dire je vous vends un simu certifiable. C'est-à-dire que si vous faites toutes les étapes de certification, la documentation, les tests, etc. Accessoirement aussi me payer en fait, hein, parce que les certifications sont pas gratuites, désolé. Mais vous pouvez obtenir le certificat et mais aussi vous pouvez juste acheter le simu et vous en servir sans certification. Ce sera la même simu, la même chose, sauf vous n'avez pas le droit de vous en servir pour pour compter dans des heures pour une qualification. Après, ça peut être voilà exactement pareil qu'un certifié, ou ça peut être des choses complètement différentes. Par exemple, à droite, bah, c'est un banc de simulation que j'avais pris en photo dans une assemblée générale de la FFA, je pense, sur le stand Garmin. Donc c'est leur présentation de leur matériel pour qu'on puisse essayer, voir comment ça marche. Ils sont reliés ensemble, ça permet de tester le pilote automatique, le GPS avec le cockpit, etc., etc. Euh, mais mais c'est pas certifié, mais on peut déjà s'entraîner dessus. Surtout de nos jours où on a des glaces cockpit pardon qui commencent à pulluler et c'est pas forcément ultra intuitif du premier coup et de le découvrir en vol. Bah, c'est pas toujours facile. Moi, je me souviens d'un élève, on faisait du G1000 et en fait, je me suis amusé, j'ai timé quand il a commencé à chercher, il voulait modifier il voulait mettre le PA dans un certain mode. J'ai timé, en fait. Au bout de 15 minutes, je lui ai dit, tu sais, ça fait 15 minutes que tu regardes pas dehors. Alors moi, j'ai surveillé, hein, donc il n'y en avait pas eu de souci. Mais voilà, les glass cockpit, c'est complexe. Et les apprendre en même temps apprend on fait un lâcher sur un avion, c'est pas forcément facile. Donc ce genre d'outil est très utile. Il n'y a aucun texte qui permet de certifier facilement ce genre de matériel. Mais c'est pas pour ça que c'est pas utile. Donc, un OTD, bah, ça peut être bah, d'abord un FNPT2, comme j'ai dit, pour lequel la certification n'a pas été maintenue ou demandée, tout simplement. Un simulateur construit en club sur la base de
Ouais, Flight Simulator, X-Plane, bah, on parlait, comme je disais tout à l'heure, c'est là où je reviens sur les planeurs. En fait, c'est vrai que j'ai déjà vu plusieurs fois des simulateurs de planeurs. Je trouve que c'est des super outils. Il y a malheureusement aucun texte de certification actuel qui pourrait faire prendre en compte ces heures de simu. Il n'en reste que c'est extrêmement utile bah, quand il fait pas beau, pour apprendre certaines choses, euh, et ça rentre dans le champ de ce qu'on appelle les OTD. Euh, un flight simulator sur son PC, encore plus avec un joystick, c'est un OTD. Voilà, ou des bandes simulation comme ça de GPS, de glass cockpit. C'est très vaste, c'est tout ce qui est moyen de simulation qui permet de s'entraîner à quelque chose, ou tout simplement de se faire plaisir d'ailleurs. Alors, les avantages entre les deux, parce qu'il faut bien comparer un petit peu, le FNPT2, les avantages, il y a les crédits d'heures pour la formation. C'est pas forcément énorme. Honnêtement, sur un PPL, on peut réduire 5 heures, c'est-à-dire qu'on a le droit de présenter un PPL au bout de 40 heures et 5 heures de simu certifié au lieu de 45 heures. Il y a déjà relativement peu de gens qui le font en 45 heures. Donc gagner 5 heures, c'est pas forcément utile et donc intéressant d'avoir payé pour une certification. Il y a quand même une garantie qu'il soit un minimum réaliste. Je vous dis c'est générique, mais quand même, on vérifie que ça se comporte à peu près comme l'avion ou le type d'avion que c'est censé simuler. L'exploitant du simulateur est obligé de le surveiller et nous, en tant qu'autorité, on va vérifier qu'il fait un bon entretien de son simulateur pour garantir qu'il n'y ait pas une régression. Et sur FNPT2, alors j'ai mis commande de vol réaliste parce que il y a une obligation d'avoir une variation de l'effort aux commandes en fonction des différentes phases de vol. C'est-à-dire que la plupart du temps sur si on prend un joystick, en gros acheté dans le commerce, ben, que vous soyez à 150 nœuds ou à 50 nœuds, ça va avoir la même résistance ou en virage, etc. Le gros inconvénient, c'est le coût d'achat, parce que comme j'ai dit, c'est quand même pas donné, et d'exploitation, bah, parce que, bah, entre autres, il y a ne serait-ce que les droits de certification, les redevances de certification, bah, il faut les intégrer dans le coût de l'heure de vol. Donc, regardez, si on regarde à peu près le nombre d'heures de vol qu'on fait dans un simu, dans un club, euh, si vous faites 200 heures du simu dans l'année, c'est que vous avez vraiment fait pas mal de pubs, hein, parce que en général c'est un peu moins. Les écoles de pilotage, elles vont tourner à 500, 600. J'en ai vu quelques-unes à 1200 heures de vol. Voilà, les coûts sont plus répartis par rapport au vol. C'est sûr, vous payez pas le carburant. C'est quand même un gros avantage par rapport à l'avion. Les OTD, l'avantage, bah, souvent c'est des systèmes ouverts. Facilement, surtout si c'est quelque chose qui a été conçu en interne avec, on achète un flight sim, on achète différents types de commandes de vol, etc. On peut upgrader son flight sim au fur et à mesure, on peut rajouter des scènes, etc. Donc ça peut être intéressant parce qu'on peut le rendre assez proche de ce qu'on veut avoir comme simulation. Donc le coût est forcément plus raisonnable. Il n'y a pas de coût de certification non plus. Et alors là, vous voyez, dans les inconvénients, j'ai aussi mis système ouvert donc modifiable. C'est un avantage et c'est un inconvénient. Pourquoi? Parce que ça permet, en avantage, de l'adapter à ce qu'on voudrait, à son type d'avion du club, etc. Mais par contre, ça veut aussi dire qu'on peut en faire n'importe quoi. On peut se faire un truc qui ressemble à un DER 400, mais qui va à 400 nœuds, mais qu'on peut aussi faire voler à 2 nœuds, faire du surplace avec. Il n'y a aucune garantie nulle part. Je sais pas que quelqu'un le ferait, mais voilà. C'est un manque de garantie sur ce qu'on simule. Il n'y a pas de crédit d'heure. Et puis des fois les commandes de vol c'est un peu pas réaliste. Soit on n'a pas du tout de résistance, soit on en a plein. C'est pas forcément facile. Et on se rend compte que finalement, si on veut faire un peu de pilotage, c'est-à-dire par exemple si on veut faire du VSV sur ce genre de simulateur, on se rend vite compte que si on n'a pas des commandes de vol qui sont un minimum réalistes, en fait on a du mal à travailler et à apprendre. Donc c'est après. Euh, le principe de l'OTD, c'est qu'on peut avoir quelque chose de complètement nul,
ou de super bien. C'est juste qu'il n'y a aucune garantie, donc chacun doit s'en faire son idée. Alors à quoi justement ça peut servir en club, un simulateur? Le gros avantage déjà, c'est qu'en fait, déjà s'il fait moche dehors, alors on n'a vraiment pas eu de chance en région parisienne ces derniers temps, c'est qu'il a fait super moche. Alors quand on est en formation, qu'on voudrait faire de la navigation VFR et que dehors il y a 200 pieds de plafond avec une visie à 800 mètres. On se dit, ça fait 3 semaines que j'ai pas volé, ça fait 4 semaines que j'ai pas volé. L'avantage du simulateur, c'est qu'on peut déjà réviser certaines choses, etc. On met la météo qu'on veut. Après, si on veut faire du VSV, alors en vrai, on met les lunettes, la casquette, machin, mais alors on arrive toujours à trichouiller un petit peu par le côté. Moi, je me souviens quand je faisais du VSV en formation, j'avoue honnêtement avoir un peu triché à certains moments. Où je fais, ouh, du coin de l'œil, j'arrive à voir un peu l'horizon. Allez hop. Bon, c'est pas sérieux, mais on le fait naturellement. Donc là, au moins, on se met vraiment en IMC et surtout, on peut regarder comme on veut et pas être restreint par des lunettes ou une casquette. L'avantage aussi c'est qu'on peut faire du VSV sans risquer d'entrer en collision avec un autre avion. Et puis on le fait où on veut, c'est assez intéressant. On peut se poser à Roissy, on se pose à Orly ou autre. En formation à la navigation, là, c'est vraiment plutôt pour les simulateurs plus modernes où, comme je disais, on a des visuels beaucoup plus euh, précis, jolis, ressemblant à la réalité, etc., qui permettent de faire de la navigation avec une carte aux 500 000. Ça permet de travailler les procédures de nav, qu'est-ce qu'on fait en point tournant, etc. Le FI peut décider de la météo, de la dégradation de la météo s'il veut pour générer une prise de décision de l'élève. Ça a quand même un simulateur, ça a quand même énormément d'avantages. Pas dans la totalité du programme, comme j'ai dit, c'est pas fait pour apprendre à atterrir, mais il y a énormément de parties du programme du PPL qui peut être fait dessus. Et pas seulement, c'est une fois breveté, je trouve ça super intéressant, vu le nombre d'heures moyen que fait un pilote en club, qui est logique parce que vu le prix du carburant, ça influe énormément sur le prix de l'heure de vol. Sur un simulateur comme ça, on va avoir des coûts bien moindres et pouvoir continuer à garder une certaine expérience, une certaine dextérité. Alors, les limitations d'une utilisation, alors ça marche pour le FNPT ou l'OTD. J'avais parlé avant que le FFS, il avait un visuel collimaté. Alors, qu'est-ce que c'est le visuel collimaté? C'est parce qu'en fait, quand on regarde dehors, en vrai, votre horizon, il est lointain. Dans un simu, l'écran, en fait, il est très près du visuel, enfin de la vue. Donc, si on fait juste une projection, en fait, il faudra projeter fonction de la personne qui regarde. Alors que sur du collimaté, alors je maîtrise pas totalement la technologie sur ça, mais c'est assez compliqué, c'est cher, mais ça permet d'avoir l'impression d'une vision lointaine. Et qu'on soit assis à gauche ou à droite, on aura les deux pilotes auront l'impression de voir comme s'ils étaient en vrai. Euh, En non collimaté, voilà, ça donne ça. Alors, cette photo-là, enfin ces photos-là, j'ai pas bougé le simu. Le simu, il est posé au même endroit sur la piste. À gauche, j'ai pris la photo assise en place gauche, et à droite, je l'ai prise en place droite. Et là, vous voyez bien que si je suis assis en place droite, j'ai l'impression que le pilote, il a pas bien aligné son avion. Et alors le pire, c'est à la course au décollage, on a vraiment l'impression d'avancer en travers. C'est encore plus le simulateur est large, plus les sièges des deux pilotes sont écartés, plus c'est flagrant. Sur un avion de ce format-là, là c'est toujours un L250, ça c'est moins marqué, mais c'est quand même désagréable. C'est assez compliqué. Enfin, c'est bizarre de piloter en place droite avec le visuel qui est mis pour le pilote en place gauche. En général, sur le poste instructeur, on peut changer la visu, mais voilà, ça fait un peu bizarre. Donc la personne en place droite qui pilote pas, des fois ça surprend un petit peu.
Par contre, le prix est tout de suite pas le même. Un collimaté, comme j'ai dit, c'est assez compliqué, c'est volumineux aussi, donc ça coûte très cher, ça rentre dans le prix du FFS. Là, le visuel projeté, c'est en général pour avoir une vision à 180, c'est un écran qui fait 180 degrés et vous avez trois rétroprojecteurs. C'est quand même beaucoup plus simple. Alors, je continue, donc j'ai parlé du visuel. Ensuite, pour l'atterrissage, la notion de hauteur est complètement faussée. C'est très compliqué, mais je pense que ceux qui ont déjà essayé sur Flight Sim, moi je me souviens, j'avais commencé par Flight Sim, et j'ai dit, mais c'est pas possible, j'arrive pas à atterrir. Je trouve ça beaucoup plus facile une fois que je suis dans un vrai avion, parce que pour arrondir, on se sert de notre notion de hauteur. C'est pas juste, enfin, ces visuels me prennent en compte énormément de choses, donc qui ne sont pas forcément faciles à simuler, et donc bah on n'est pas jamais très sûr, et des fois on est un peu surpris. Ah bah tiens, le sol est arrivé, j'avais pas arrondi. Bon, ça arrive aussi en vrai, mais c'est pas vraiment les mêmes raisons. Et comme j'ai dit, le modèle sol est très très rarement réaliste. Donc, faut se souvenir que ces outils-là, ce ne sont pas des outils de formation au décollage et à l'atterrissage. J'ai déjà dit plusieurs fois dans la présentation, mais je vais le répéter encore une fois, on n'apprend pas à atterrir avec ce genre de simulateur. Le modèle de vol, ben, c'est pas forcément ce que va faire réellement l'avion en formation. Bah déjà parce que si vous avez un simulateur générique et à côté donc qui représente un mix de Cessna 172, de DR400, de TB10, de PA28, bah ça fait un peu de tout et quand vous montez dans le DR400, bah ça réagit pas forcément pareil. Le cockpit, alors, je voulais dire ça tout à l'heure, j'ai oublié. J'ai eu un simu où le cockpit, c'était un cockpit de DA40, magnifique, hein, vraiment, ça, c'est parfaitement représentatif d'un DA40. Le modèle de vol était celui d'un Cessna 172 RG. Vous voyez, c'est quand même pas le même genre d'avion. Le fabricant a pris des données de vol d'un 172 RG, l'a collé dans un cockpit de DA40 diesel. Bah, ça marche bien, hein, c'est utile, mais on n'apprend pas à piloter un DA40 avec ça. En plus, si on se rapproche, là je vous rappelle ce que je disais sur les full flight et le domaine de vol, autant sur le full flight, le domaine de vol a été vraiment étudié, poussé jusqu'au bout pour essayer d'avoir une représentation réaliste de l'avion. C'est pas le cas dans FNPT, donc si vous vraiment volez sur les bords du domaine de vol, c'est pas si vous faites la même chose en vol, je vous le suggère de pas le faire d'ailleurs parce que ça fera probablement pas la même chose. Il y en a qui ont essayé de faire des vrilles dans les simus. Alors on arrive à faire des vrilles hein, dans les FNPT2, mais alors, enfin, ça sert à rien. Ça ne représentera rien de réel, quoi. Donc il faut se souvenir de ça. Donc je suis très 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 pour l'utilisation d'OTD parce que ça reste un tarif qui peut être très raisonnable. Pour un prix, pour des sommes relativement raisonnables, on peut arriver à se faire un outil avec des commandes de vol assez sympas, un bon ordinateur pour bien qui a des bonnes capacités de calcul, des projecteurs, ça, on arrive à faire quelque chose pour une somme raisonnable. Et c'est un excellent outil de formation du moment qu'on connaisse ses limitations. Je répète encore une fois, pas de enfin, les décollages d'atterrissage, on peut les faire, il n'y a pas de souci, mais il faut pas se dire que c'est ça qu'on est en train d'apprendre. Donc, si on sait dans quoi le simulateur marche bien et ce qu'on peut apprendre avec, c'est un excellent outil. Ça permet d'être utilisé quand il fait pas beau ou quand on se dit que ben, quand on regarde son compte en banque, on se dit ben j'aimerais bien aller voler, j'aurais besoin d'aller voler parce que ben ça commence à faire longtemps et donc je sens que mes compétences s'émoussent un petit peu. Et ben, c'est le genre de cas où ça peut être sympa de faire du simulateur.
Pour utiliser, il faut avoir un objectif, il faut pas juste s'asseoir dedans et dire, ou devant si c'est pas quelque chose avec un cockpit un peu fermé, de dire, bah tiens, je vais voir ce que je vais faire. C'est bien d'avoir une idée de aujourd'hui, j'ai envie de travailler telle ou telle chose, etc. Et le mieux, c'est d'être accompagné, de préférence par un FI, qui lui-même connaisse bien les limitations du simulateur et sache orienter ce qu'on fait dedans pour que ce soit à la fois bah, utile pour les compétences, pour le maintien de compétences, et aussi sympathique parce que on n'a pas non plus envie d'aller dans le simulateur pour faire des choses chiantes en fait. Donc il faut se faire plaisir aussi, et donc il faut trouver un bon compromis entre les deux. Dans le futur, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben en fait, je pense qu'on en commence à en parler pas mal. La réalité virtuelle se développe de plus en plus. Euh, on a plein de possibilités avec les manettes, on tient des manettes dans les mains. Il y a d'autres on a les reconnaissances des mains, donc bah, on voit ses mains. Alors c'est des mains simulées, mais ça marche pas mal. Avec des cockpits inertes, moi j'ai vu ça sur l'hélico où en fait on a le cockpit a exactement la forme du cockpit. Il y a tous les boutons tournent, etc. Mais en fait ça a la sensation des commandes, mais en fait c'est relié à rien. Et dans le casque que ça fait l'image et le lien avec les différentes commandes. C'est vraiment pas mal fait. Alors, pour l'instant, il y a relativement peu de cas certifiés, ben, entre autres donc ceux d'Helico dont je parle, mais on est encore au début. Il y a énormément de choses qui se développent. euh, et les règlements de certification, bah, en fait, ils se développent en même temps. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'écrit. Et puis, bon, au fur et à mesure qu'il y a des choses qui se développent, ben, les règlements s'écrivent petit à petit pour essayer de leur donner aussi des crédits de formation comme les FNPT2 ou même au-delà. Reste cependant qu'il y a des limitations physiques parce que ben je sais pas si vous avez déjà essayé un casque de réalité virtuelle. Bon, les plus récents, ça commence à être des trucs très très sympas. Pareil, ça évolue énormément. Après, ça veut dire qu'on porte quelque chose d'un peu lourd sur la tête, donc ça peut être gênant. On est en train de regarder, on trompe le cerveau en fait, encore plus que dans un simulateur où l'écran est pas loin, mais là l'écran il est quasiment contre les yeux, et en fait on est en train de dire au cerveau que ce qui est vu de très près, en fait c'est très loin. Donc c'est fatigant, on se fatigue plus vite, c'est plus difficile de faire des sessions un peu longues. Si on regarde vraiment sur la formation de pilote de ligne, les simus qu'on fait pour la qualification de type, c'est souvent des sessions de 4 heures, même s'il y a des pauses. C'est compliqué pour l'instant encore de faire ça avec un casque de réalité virtuelle. Les constructeurs étudient ça actuellement pour voir si on peut, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au-delà de ces limitations physiques et pouvoir, bah, on espère, à réduire le coût des simulateurs parce que c'est plus facile de développer du software que d'aller construire des simulateurs dont les pièces ça coûte cher, l'entretien ça coûte cher, etc. Donc ça, on avance tout doucement. Comme j'ai dit, ça fait 5 ans et demi que je fais la simulation, enfin que je m'occupe de certification de simulateur de vol. Il y en avait globalement quand j'ai commencé, il y en avait pas. Maintenant, ça commence vraiment à se développer. Donc, vous voyez, ça va quand même relativement vite. Je pense que j'en ai fini, donc on va passer aux questions. Alors d'abord, je vais prendre la première question. J'ai pas regardé du tout dans le chat. Est-ce que des gens, quels sont un peu les résultats de mon plus vieux simulateur? Alors, ce que je vous propose là, puisqu'on n'est pas très nombreux, il y a 28 participants à l'heure actuelle, euh, vous pouvez prendre la parole, mais à condition de lever la main. Donc, vous levez la main et puis on vous donne la parole, de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'interaction entre plusieurs participants. Qui veut prendre la parole? Ah, je pense qu'il n'y a personne là pour le moment, hein. Bon bah, alors bah, je vais vous donner la réponse que c'est quand même assez surprenant. Le simulateur a été construit en 1972, donc il a quand même 52 ans.
Et ben, après 52 ans, ça reste un simulateur qui marche parfaitement, même s'il est beaucoup plus simple que ce qu'on trouve actuellement, et il sert toujours pour de la qualification. Vous voyez, ça peut durer longtemps. Donc les sommes des fois peuvent comment dire, s'amortir sur un certain nombre d'années. Je pense que celui-là, il est particulièrement bien amorti. Alors, Thierry Mercier, je vais te laisser la parole. Là, tu as Ouais. proposé, tu as posé plusieurs questions. Je te laisse la parole, Thierry. Bien, mais écoutez, je vous remercie. J'espère que ma liaison est correcte puisque C'est bon. je suis à La Réunion. Oui. Alors en fait, pour ce qui me concerne, l'association s'appelle Colibri, qui est affiliée à la Fédération française de vol en planeur, dont je suis le représentant pour l'océan Indien. Nous avons nous sommes très très ancrés dans le brevet d'initiation aéronautique principalement à La Réunion, il n'y a jamais eu de planeur. Nous avons des personnes de la DESAC qui font partie de Colibri, dont une personne peut-être que Nathalie le connaît, c'est Jean-Pierre Charrier qui était à la DESAC et a été longtemps au CFA à Carcassonne et qui était un des spécialistes des simulateurs il y a peut-être très longtemps, je ne Ouais, sais le pas. nom dit quelque chose, mais Et je le connais pas personnellement. ouais, voilà. Et puis à Colibri, il y a entre autres deux parrains. Il y a Claude Lelay qui était l'ancien directeur des centres et cerveaux de la 380, avec lequel moi-même enfin c'est un ami depuis très longtemps. Et on a beaucoup parlé simulateur aussi. C'est pour ça que ce sont des sujets que j'affectionne pas mal, particulièrement. Mon instructeur à moi et qui m'a lâché en planeur, c'est Francis Clark. Peut-être ça vous parle. Francis Clark qui a été pendant longtemps le directeur de formation d'Air France et qui a été le directeur, entre autres, au moment de l'accident du Rio. Donc ça aussi, à la Fédération française de vol en planeur, il y a beaucoup de pilotes d'Air France qui sont présents et qui sont sur pas mal de choses à ce niveau-là. Et notre logiciel de formation au planeur, c'est GSASO. Et GSASO, je croyais que c'était certifié, mais a priori non. Là, je j'ai pas la bonne information, mais ça commence on commence à prendre en compte le simulateur pour la formation. En tout cas, au niveau de la fédération, on trouve qu'on a beaucoup de. Alors, d'abord, c'est vrai que le planeur, contrairement à l'avion, c'est beaucoup plus simple puisque on a un manche, on a des AF, enfin, des aérofreins, et on a des palonniers. Ça reste très sommaire. Donc déjà, c'est peut-être beaucoup plus simple, il est certain. Et on a surtout un logiciel qui a été créé par des passionnés du vol à voile qui intègrent une météo parfaite. Alors moi, il se trouve que je suis aussi Météo France. Donc j'ai également aussi cette sensibilité-là et le réalisme aussi sur beaucoup de bon je connais bien d'autres simus, mais Condor intègre une météo parce que c'est justement pour le Ouais, planeur relativement très je important. suis bien d'accord. Donc voilà, donc tout cela et on fait même des compétitions à plusieurs avec des vrais planeurs Mm, et des planeurs virtuels. mm, Voilà, et ça fait déjà 4 ans qu'on a intégré la VR. mm, Et alors moi-même, je suis droniste depuis quelques années. J'ai été nommé officier mm. expert aux SDIS, aux pompiers pour les drones. Et je me suis beaucoup intégré dans la photogrammétrie pour intégrer ce qu'on appelle des scènes, pour créer des scènes les plus Mm. réalistes possibles, pour justement avoir des aérodromes, ce genre de choses, les plus réalistes possibles. Donc je suis quelqu'un de très investi là-dedans. Et je sais que aujourd'hui c'est notre futur, mais qui arrive maintenant avec des choses, des coûts relativement très. Nathalie l'a très bien expliqué. Les coûts commencent à vraiment à baisser, le réalisme devient de plus en plus important et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui coûte cher est vraiment la certification. Mais en tout cas, pour apprendre à voler, il faut apprendre à voler avec un instructeur. Ça, c'est obligé. J'ai fait la bêtise, moi, parce que Météo France m'a payé ma formation de pilote à l'époque et j'avais appris un peu tout seul avec un simu. Ça, c'est Mm, une véritable erreur, comme n'importe qui va mm. apprendre à conduire avec une voiture. Mais on a vraiment de très beaux outils qui sont en train de se mettre en place et on apprend même une PTL, on apprend le vocable en anglais, en français. On peut apprendre beaucoup de choses et gagner beaucoup et de temps et d'argent.
avec le simulateur. Mais c'est important surtout de le pratiquer avec des personnes compétentes comme des instructeurs. Ça, c'est Mm. vraiment important. Et aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est important aussi. On a donc ça rentre le e-planner, Mm. le gaming d'une manière générale, le e-sport est rentré dans c'est reconnu par la Dragest, par Jeunesse et Sport, et c'est devenu au ministère des Sports reconnu comme sport. Et le e-planner en fait partie, c'est le premier truc. Et donc aujourd'hui, on a des compétitions régionales, nationales en planeur, en virtuel, et on vole des vrais planeurs avec des planeurs virtuels en réseau. Voilà. Je voulais vous donner toute cette information-là, et je suis prêt à collaborer au maximum avec vous pour vous donner pas mal d'informations si vous le souhaitez plus tard, et pourquoi pas arriver à vous convaincre de vous mettre aussi au e-planner, qui est un truc extraordinaire, vraiment. Eh ben, Merci merci Thierry. beaucoup. Ouais. C'est Merci très Thierry. intéressant et je pense que ça va avec le fait que je disais, c'est que sur les OTD, en fait, il y a une liberté de conception qui fait que on peut essayer plein de choses et ça fait avancer tout très vite. L'avantage actuellement des puissances de calcul qu'on a, c'est qu'on peut faire des super choses. Effectivement, le planeur, c'est peut-être plus simple en termes d'instrumentation et de commandes. Après, je pense que la partie météo, effectivement, est particulièrement importante pour le planeur, mais on a justement des puissances de calcul qui permettent de faire pas mal de choses, et c'est, je pense, un super exemple de l'utilisation d'OTD dans de la formation et tout, et je confirme que, et c'est ce que j'avais dit, c'est qu'il faut absolument avoir quelqu'un pour accompagner. Moi, je sais que il y a rien qui me faisait plus peur qu'un élève qui arrivait, surtout les jeunes, en me disant, j'ai 2000 heures de flight sim, donc je vais avoir mon PPL en 10 heures. En général, les 10 premières heures, elles servaient justement à sortir l'élève de ses instruments pour aller voir un peu ce qui se passait dehors. Donc, c'est pour ça que je pense que les outils de simulation, c'est génial, mais il faut vraiment être accompagné. Euh, Nathalie, je, je- excuse-moi Thierry, il y a André Morin là qui pose une Oui? question, qui aimerait poser une question. Oui, je crois. Oui, bonjour, bonsoir, merci. La première question, c'est que j'ai pas entendu quel avion représentait le simulateur de 1972. Ah, je l'ai pas dit. C'est un Falcon 10. Je l'ai pas entendu. Un Comment? Falcon 10. Ah, F-10, d'accord. Et juste dans le domaine des vieilleries, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un des simulateurs d'Air France du Concorde qui est à Toulouse, au musée Aéroscopia. Bon, Ah, il a été malheureusement complètement démembré parce que c'est comme ça. Euh, Initialement, il aurait fallu le remettre en marche. Seulement quand on sait que les calculateurs, c'était des calculateurs à lampe et qui tenaient 5 ou 6 armoires, plus la ventilation, plus etc. Bon, tout a été démonté, la cabine est devenue fixe, enfin, et même les visus avec tout ce que ça avait de folklorique, et bien tout ça n'y est plus. Bon, enfin, il reste la cabine, quoi. ça reste une machine historique. Comment? Ça reste une machine historique. Oui, alors là, voilà, il y a la cabine historique, mais malheureusement, pour moi, elle ne me parle pas beaucoup parce que tout l'environnement a été démonté, quoi. Voilà. Ouais. Donc, à part ça, j'avais donc posé 2 questions. C'était surtout sur la certification. La certification aujourd'hui, est-ce que c'est le même modèle que pour les avions? C'est-à-dire, c'est l'EASA qui fait le règlement. Et puis, une fois que on a avalisé à l'EASA, la DGAC suit, ou est-ce que c'est la DGAC qui passe et qui fait sa propre certification, éventuellement en relation avec l'EASA? Alors, la réglementation Première appliquée, question. ouais, la réglementation appliquée, on va déjà répondre à celle-là. La réglementation appliquée, c'est celle de l'EASA. On applique les textes de l'agence. C'est une Donc, CS. pardon? C'est une CS Oui, comme. c'est la CSFSTD. Donc CSFSTD-H pour les hélicos
qui n'existe que la version 1 et la CSFSTD-A pour les avions qui est actuellement à la version 2. Donc c'est la réglementation européenne. Par contre, c'est la DGAC qui, en fait, la certification, contrairement aux avions, on ne certifie pas un modèle de simu et qu'ensuite tous les simus, on fait pas de certification de type. Chaque simu est certifié individuellement et il est certifié par l'autorité. Tant que c'est en Europe, il est certifié par l'autorité du pays de l'exploitant. C'est-à-dire Normal. que un exploitant français qui a ses simus en France, c'est la DGAC qui certifie les simus. Un exploitant français qui aurait qui aurait un simu par exemple, on va dire en Allemagne, ce serait toujours la France. À l'inverse, un opérateur espagnol qui a un simu en France, c'est le cas, ou un opérateur lituanien qui a des simus en France, c'est l'autorité espagnole, l'autorité lituanienne qui viennent faire la certification en France. Donc c'est l'autorité du pays de l'exploitant. Mais on applique bien les réglementations directement et à ça. D'accord. Et donc, les avions, ils passent tous donc je sais plus, en Allemagne pour la certification. Là, c'est tout le dossier est instruit en France. Par exemple, Oui, pour un exploitant français, tout le dossier va être instruit en France tout à fait. avec le règlement européen. Européen. Tout à D'accord. fait. C'est D'accord. ça. Et ensuite, l'autre question que je vous avais, c'était par rapport à à la validation pardon, du simulateur. Euh, comment vous faites? Je veux dire par là, est-ce que on se base sur les erreurs, sur des erreurs admissibles sur les paramètres de mécavol pour un ordre donné, par exemple? Ou est-ce que vous faites ça sur des manœuvres types, par exemple? Ou est-ce que vous faites ça sur euh, voilà, quelle est la méthodologie que vous suivez Euh, et dans l'ensemble. Et puis, la question annexe, puisque bon, il y a tout ce qu'on voit là, j'imagine très bien que on peut on peut mesurer des erreurs, mais par contre, tout ce qui est effort, pardon, aux commandes, effort aux commandes, dans quelle mesure vous vérifiez la représentativité des efforts aux commandes, notamment quand il y a des SRA particulièrement sophistiqués. Alors, dans une évaluation d'un simulateur, il y a deux parties. Il y a une partie qui s'appelle subjective et une partie qui s'appelle objective. Je vais commencer par la partie objective. Le règlement définit un certain nombre de petits scénarios qui sont donc plus le simu est compliqué, Ouais. Manœuvre type. par exemple, la FNPT2, il va y avoir, je crois qu'il y a entre 45 et 50 scénarios existants, et sur un full flight, on est à largement plus de 200. C'est des scénarios qui sont tout petits, mais qui couvrent des points très précis. Ça peut être, par exemple, un scénario sur l'effet des gouvernes. Donc, on dit, ben, vous mettez en gros un tiers de gouvernes sur la droite, et ben, on va regarder Quelle vitesse, de combien s'incline l'avion, à une vitesse bien précise, de combien s'incline l'avion et à quel taux de roulis. Pour un FNPT2, comme j'ai dit, c'est générique. Donc, en fait, on va comparer tous ces résultats de petits scénarios. Ils sont très courts, hein. Certaines durent 10 secondes. Ils sont tous en fait, les commandes pour le faire sont toutes enregistrées. Donc, c'est rejoué. On peut le rejouer à la main si on veut, hein. Mais la plupart sont enregistrés pour être joués. Euh, on compare les résultats que sort le simulateur et on les compare pour un FNPT2 générique, on va les comparer à globalement des valeurs, bah, ce que j'ai dit tout à l'heure, on fait une moyenne et c'est le fabricant du simulateur qui dit, ben moi mon simu il fait ça et si je le compare à tous les autres avions que j'ai essayé, j'ai les données, etc. Ben voilà, c'est à peu près pareil. Donc quand on fait l'évaluation initiale, quand on fait une évaluation au tout début, quand on installe le simulateur, après il y a une évaluation annuelle ou tous les 2 ans ou tous les 3 ans, ça dépend de l'exploitant. Euh, comme un CEN en fait, hein, ça marche comme un CEN. On va rejouer ces scénarios-là. Lors l'initial, on le compare aux données qu'a écrit le fabricant et nous on doit voir si
on considère que la justification du fabricant, elle est acceptable. Et après, pour toutes les évaluations récurrentes, on va comparer avec ce qu'on a validé au début pour vérifier qu'il n'y a pas de dérive, en fait, que le simulateur ne commence pas à mal fonctionner. Donc ça, c'est la partie objective. Et la partie subjective, en fait, on fait un vol. Donc on est toujours une équipe de deux. Donc moi, mon titre, c'est quand je fais ça, c'est inspecteur technique. Je suis à la position instructeur. Et on a devant un pilote de la DGAC ou contractualisé avec la DGAC qui est qualifié sur la machine qu'on teste. Et donc, on va faire un vol. Donc, c'est moi qui fais le profil de vol. Donc, je vais tester différentes choses, des montées normales, des virages à différentes inclinaisons, des décrochages, pour des multimoteurs, des pannes moteurs, plein de choses. Plus l'avion est complexe, plus on va tester de choses. Et c'est un accord, c'est une discussion entre le pilote aux commandes et moi qui allons déterminer si le simulateur est représentatif. Et donc, à l'issue d'une évaluation, on va faire un certain nombre, on va faire un compte rendu à l'opérateur en disant, bah, soit tout marche bien, ça peut arriver, ça arrive souvent, ou il y a des petites choses à améliorer ou à surveiller, etc. Donc, c'est comme ça qu'on voit si le simu est représentatif. Donc, il y a vraiment une partie subjective où c'est vraiment le pilote qui va donner son impression et la partie objective où on va mettre des chiffres dessus. Forcément, sur un full flight, quand on compare pas un truc générique, on compare à des données de vol, des essais en vol. Donc là, c'est très proche en général. Merci bien. Ok, merci Nathalie, merci André. On va prendre une dernière question. C'est F Douvion. Alors, je ne sais pas ce que veut dire le F, mais je te laisse la parole, F Douvion. Oui, bonsoir, c'est Frédéric. Frédéric Devion. Oui, j'avais posé une petite question sur le chat. En fait, pour comprendre un peu le coût et la complexité d'une certification, sachant qu'aux États-Unis, la société Explain, Mm. qui fait donc du simulateur, finalement plutôt du côté réaliste depuis des années par rapport à Flight Simulator, qui est plus sur du plaisir, hein, dit sur son site que leur simulateur, leur partie software, et FAA Certified. Donc, je me posais la question de dire, tiens, qu'est-ce que ça demanderait à une personne ou un aéroclub de se dire, ben, je vais prendre X-Plane avec un matériel, je vais essayer de coupler le tout et de faire certifier cet ensemble-là par la DGAC. Est-ce que c'est quelque chose de... Les règles FAA et les règles européennes sont les mêmes ou est-ce qu'on est dans deux univers différents et c'est même pas imaginable? Alors, il y a quand même des assez grosses différences. Alors, on se passe quand même, enfin, pour les full flight, il y a très peu de différence. Pour le reste, ce qui est Hmm. différent, c'est comme je vous ai présenté, en fait, en Europe, on a globalement, on va dire, trois modèles de simulateurs certifiés, les FFS, les FTD, les Mhm. FNPT. À la FAA, je crois qu'ils en ont 7 ou 8 niveaux. Donc, il y en a beaucoup plus. Et en fait, ça veut dire qu'ils ont certifié des choses que nous, on ne certifie pas. Euh, le- Donc c'est pour ça qu'ils disent que Xplan est Oui, certifié. Après, on a dans les FNPT2 on a pas mal surtout les nouveaux. Dans les anciens fabricants de simu, on a entre autres Alcim. Enfin anciens, ils sont toujours oui, très oui. très là, mais qui sont là depuis pas mal de temps. Ils ont leur propre visuel. Les nouveaux entrants sur le marché des simus certifiés se sont beaucoup basés. Il y en a un certain nombre qui ont justement un visuel X-Plane. Donc on trouve du LX-Plane dans des simus certifiés. Après, c'est vrai que nous on certifie donc l'intégralité, donc la combinaison matérielle Oui. plus comment Plus dire logiciel. Heureusement. visuel. Donc il y a pas mal, il y a déjà c'est pour ça que c'est plus compliqué. Après, comme j'ai dit, je ne pense pas que la certification soit une panacée. Elle est très utile pour moi pour les formations professionnelles euh, parce qu'il y a certaines garanties dessus et on donne beaucoup de crédits d'heures. Hmm. Euh, Non, je rejoins pour un PPL, pour un PPL, j'en vois pas ça fait pas de l'intérêt. sens. Je vois un énorme intérêt à l'utiliser
mais ça sert à rien pour réduire le nombre d'heures de vol. Donc ça sert à rien de dépenser de l'argent pour une certification. Moi, je suis tout à fait pour qu'un club développe son simulateur. D'ailleurs, c'est le cas de mon club actuellement. Il développe un simulateur. C'est pas du tout pour être certifié, mais il est super. Ça fait quelque chose de très très bien Mais l'idée, c'est d'essayer de et l'amener à très un utile en niveau de formation. certifié, quelque part. Parce que si on a un simulateur qui, comment dire, qui est pas, qui n'est que pour la mythe de la répétition et de l'apprentissage de procédures par exemple d'urgence ou des choses comme ça, c'est peut-être moins le domaine d'utilisation sera peut-être plus limité que quelque chose où on sait que le simulateur qu'on a, il est globalement représentatif des Cessna qu'on a dans la flotte. Bah après, je pense que sur ce cas-là, c'est à l'Aéroclub dans son développement d'essayer de voir s'il est proche de l'avion qu'exploite le club. Mm. Euh, Comme je disais, le PPL actuellement, c'est 45 heures. On a très peu de gens, ça arrive de faire son PPL en 45 heures, mais globalement, la moyenne, elle est bien au-dessus. Moi, plutôt que d'essayer de se dire, je veux un simulateur certifié avec l'autorité qui passe, qui dit c'est certifié et tout, vous avez le droit de gagner 5 heures, je trouve ça beaucoup mieux que le club développe son simu en interne avec l'aide de ses instructeurs, de voir s'il est proche ou pas de l'avion ou des Oui. avions exploités par le Mm. club et de l'utiliser pour justement, bah, au lieu d'avoir un PPL en 60 heures avion, bah, que ce soit un PPL en 45 heures avion et 15 heures simu, et d'utiliser le simu pour des choses vraiment bien spécifiques. Mm. Oui, et de ne pas brûler je vous rejoins, hein, pas de brûler de pétrole Oui, pour certaines parties qui peuvent être plus effectivement voilà, réalisables sur sur simulateur. simu, ouais. Et donc, à titre de curiosité, le coût d'une certification en France d'un FNPT2 machin de base pour une boîte. FNPT2, alors, en plus, c'est pas moi qui m'occupe de la Non, non, facturation, mais je c'est ne juste connais pour pas dire, par cœur. ça sera pas 500 De mes euros ou est-ce souvenirs, que hein. c'est. De Oui. mes souvenirs, c'est 6 000 € la certification initiale. Mm. Et ensuite, c'est 2 000 € à chaque certification qui est théoriquement annuelle, mais qu'on étend à 2 ans, voire 3 ans, si on considère, un peu comme les CEN, si on Oui, considère que l'exploitant du SIMU, que le SIMU est de bonne qualité et que l'exploitant du SIMU le suit bien, au lieu de venir tous les ans, on vient tous les 3 ans. Et je crois que c'est 2 000 €. d'accord. Oui, non, mais ça reste des niveaux. On parlait tout à l'heure de 10 millions d'euros pour les simulateurs complets. Si on est sur des FNPT2, aussi le coût de la certification est bien en deçà aussi de ce qu'on pourrait imaginer, quoi. Oui, oui, la partie certification, elle est par rapport à l'achat initial du SIMU, c'est pas grand-chose. C'est Mais pas grand-chose, exactement. ça reste quelque chose à prendre en compte quand on fait 200 Bien heures sûr, de SIMU dans l'année. bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. De Ok. rien. Merci, Et trois. merci Frédéric, merci Nathalie. Un grand Et merci Nathalie là pour ta encore une présentation petite, qui était très très claire et encore une qui a petite, répondu, je pense, à l'ensemble des questions qu'on pouvait les uns et les autres se poser sur encore, les simulateurs. encore une petite. Non, il est 20 heures, non, on veut pas dépasser, hein, non. Pas de questions, non, on arrête là. Donc, par contre, ce que je peux te proposer, Frédéric, c'est de m'envoyer la question et je l'enverrai à Nathalie. Et puis, si elle a le temps, à ce moment-là, elle répondra à ta question. T'es d'accord? C'était pas Voilà. pour moi la question, mais je pense que la personne qui voulait la poser prendra le relais. Ça marche. Bon, bah, ok, voilà, vous faites comme ça. Voilà. Donc, un grand merci, Nathalie, pour ta présentation. Et Rien. puis, bah, on souhaite à vous tous de très, très bonnes vacances et puis à très bientôt, à la rentrée de septembre.